met ça dedans et tout le monde s'est mis à télécharger en espérant trouver le secret, les bijoux de la couronne. Le délai en fait entre la publication d'une CVE et l'exploitation a baissé à 1 jour et demi. Et 1 jour et demi, c'est rien du tout en fait. Aujourd'hui, un développeur qui se dit je vais vulgairement pisser du code toute la journée, c'est terminé, ça n'existe plus. C'est cette liberté de pouvoir enchaîner plein d'appels différents, y compris écrire dans des bases de données, y compris écrire dans des repositories, changer les codes, etc., qui fait qu'il y a véritablement cette explosion en fait de surface d'attaque. Mais on voit également apparaître du shadow MCP, déjà des MCP qui ne sont pas référencés. Mais c'est génial, attends, il faut quand même le dire, le shadow MCP, moi je trouve ça extraordinaire. Le fait de n'avoir absolument aucune visibilité là-dessus, c'est très mauvais. Ils ont fait croire qu'il y avait 800 médecins, ils sont 2, ils ont fait 1,5 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Il faut vraiment qu'on arrive sur un environnement dans lequel on ne fait plus confiance à rien ni à personne, à aucun flux. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission Agent IA, API et MCP, explosion de la surface d'attaque vers une redéfinition de la cybersécurité réseau. On va avoir avec nous 3 experts qui vont pouvoir justement répondre à mes questions, mais également répondre aux vôtres. Et avant de commencer, on va surtout leur donner la parole pour se présenter. Je commence par Jérôme Renou. Bonjour Yasmine, merci de m'avoir invité. Donc, je suis Jérôme Renou, je dirige Akamai France, qui est une société spécialisée dans la cybersécurité, le cloud et le CDN. Marc-Frédéric Gomez. Je suis responsable d'un CERT dans un groupe financier et je fais aussi des podcasts. Et Édouard Stocca. Je suis RSSI Application et Développement chez Safran. Alors, comme je le disais, on va parler d'agent IA, d'API, de MCP, de l'explosion de la surface d'attaque. Et donc, je voulais commencer avec une actualité. Et justement, avoir votre avis sur cette actualité, notamment la fuite de Claude Mythos, qui serait incroyablement puissante pour mener des cyberattaques. Alors, forcément, quand on regarde une information comme celle-ci, on se pose la question, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est de l'ordre du fantasme? Qu'est-ce qui est de l'ordre du buzz? Je veux bien avoir votre avis dessus. Alors, il se trouve que cette nuit, en fait, on a eu une publication officielle d'Anthropic, en fait, qui donnait beaucoup plus de visibilité sur, justement, Mythos. Et les résultats sont vraiment impressionnants. Alors, pour ma part, je ne suis pas spécialement étonné de cette évolution. On a déjà eu des publications à partir de 2023 sur l'avancée des intelligences artificielles pour, justement, faire l'équivalent du travail d'un pentester, donc identifier les 0D, faire l'exploitation en fait de ces vulnérabilités. C'est juste que Mythos permet d'atteindre en fait des niveaux qui n'avaient jamais été égalés jusqu'à maintenant. Donc on est sur de la nouveauté, c'est pas que du buzz. Non. On est sur de la nouveauté, on est sur de la reconnaissance pour les attaquants. C'est ce qu'on peut constater. Parce que les différentes fuites qui ont eu lieu sur Claude ont permis non seulement aux attaquants, mais aussi aux concurrents de voir qu'est-ce qui était en préparation. Il y a toutes les parties qui étaient non documentées, et ça peut permettre aussi entre guillemets, d'intoxiquer les agents et de lui faire des réponses qu'on souhaiterait, etc. J'ai trouvé ça passionnant parce qu'au début, quand on a regardé, il y avait qu'une 50aine de mégas qui avaient fuité réellement, qui ont été forqués. Tout de suite, les attaquants ont dit on va rajouter des charges malveillantes, ça a été génial. De ce côté-là, ils ont été hyper réactifs. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait 519 000 lignes de code. En temps normal, pour un être humain, c'est un peu plus compliqué de se prendre 500 000 lignes de code, de le faire. Et là, en quelques heures, grâce à l'IA, ils ont réussi à mettre en place, on va mettre une charge malveillante. Les gens sont hyper curieux par nature et ça c'est génial. Donc ils ont dit on fait des GitHub, on met ça dedans et tout le monde s'est mis à télécharger en espérant trouver le secret, les bijoux de la couronne. En disant ouais il y a des super secrets, c'est génial. Alors pour les concurrents, si je prendrais le cas de sociétés comme OpenAI et autres, et effectivement, ils ont pu voir qu'il y avait des choses qui allaient être implémentées dans les versions futures de Claude. Par contre, pour les attaquants, ils ont pu constater qu'on a une nouvelle surface d'attaque et quelque chose qui n'est pas surveillé par aucun système de protection pour les entreprises. Comme j'ai trouvé ça, c'était une dinguerie. Pardon, une tuerie. Et donc, du coup, à la lumière de ce que vous êtes en train de dire, est-ce qu'on peut dire de façon assez certaine, finalement, que la surface d'attaque augmente avec justement les IA et notamment les IA agentiques? Alors, ça me paraît assez évident. La surface d'attaque est décuplée. Elle prend vraiment une autre dimension dans le sens où elle devient comportementale, contextuelle.
Et le trafic interagent, le trafic machine-to-machine, qui est auto-généré, devient un risque qu'il faut cartographier. Voilà. Il faut être capable d'étendre en fait la cartographie, la gouvernance et les mesures, les systèmes de sécurité pour prévenir ces nouveaux risques et pour prévenir effectivement une surface d'attaque qui est devenue extrêmement dynamique et vivante. Et surtout silencieuse. C'est-à-dire que les systèmes de détection classiques que nous avons ne sont pas du tout faits pour surveiller des agents. C'est-à-dire qu'un agent a quelque chose de légitime à faire. Par exemple, un chatbot, il doit répondre, etc. Il est tout seul. Et là, quand on va avoir cette surface d'attaque qui va être utilisée par les attaquants, qui vont pouvoir se dire, tu vas faire quelque chose qui est dans ton cercle de confiance, mais qui n'est pas autorisé. Et là, ça marche super bien, quoi. Oui, c'est-à-dire que typiquement, quand on compare en fait, avec le fonctionnement classique des API, en fait, les agents IA, on leur donne la possibilité d'avoir accès à un certain nombre de fonctionnalités. Finalement, ces fonctionnalités pouvaient déjà exister avec des API. Mais la grosse différence, en fait, avec les agents IA, c'est la possibilité, en fait, d'enchaîner différentes actions. Et c'est cette explosion d'enchaînement, alors que les API sont très cadrées, les typologies d'appels sont relativement bien cadrées, même si de toute manière, il y a de la sécurité qui doit s'appliquer également là-dessus. Mais ici, en fait, c'est cette liberté de pouvoir enchaîner plein d'appels différents, y compris écrire dans des bases de données, y compris écrire dans des repositories, changer les codes, etc., qui fait qu'il y a véritablement cette explosion en fait, de surface d'attaque. Alors que des API, de façon classique, on connaît les méthodes des attaquants, une fois qu'ils ont les creds, les identifiants, les mots de passe, on sait comment est-ce qu'ils vont essayer de tourner. Alors que votre agent, il a déjà tous les droits, il a accès à l'API. Et il peut aussi bien extraire de la donnée, et vous pouvez aussi le transformer, entre guillemets, le modifier pour qu'il efface de la donnée, ou qu'il donne des réponses à des clients, par exemple sur des réponses de santé, ou des réponses financières. On peut lui dire, effectivement, va acheter du pétrole. Bon, en ce moment, ça a baissé un petit peu cette nuit, mais ça va remonter. Voilà, c'est ce genre de choses. On peut vraiment axer une attaque et modifier le comportement d'une API de façon extrêmement facile. Alors justement, dans le titre de l'émission, on avait les MCP, donc le modèle contexte protocole. Déjà, est-ce qu'on peut redéfinir déjà ce que c'est? Et puis, comment ils modifient la manière dont les agents interagissent entre eux avec les systèmes, notamment des API? Alors, le principe des MCP, ça va être déjà de générer de faire des calls sur des API, donc de générer des appels sur des API. Donc là, on en revient effectivement à la problématique déjà de protection des API, puisque comme le disait Édouard, les API ont pour autant un modèle très déterministe, plus prévisible. Par contre, elles ont quand même ce problème de comportement. Elles ont cette problématique de pouvoir être abusées par des abus de privilèges. Le modèle MCP décuple en fait cette problématique. Le modèle MCP fait que l'analyse comportementale, l'analyse intentionnelle va devenir vraiment indispensable au bon fonctionnement, puisque le MCP ouvre finalement à un trafic qui est machine-to-machine, qui est entre robots, entre IA, qui peut être auto-généré, et ça peut être n'importe quel type de flux, des flux, encore une fois, comportementaux, cognitifs, des conversations qui vont découler, des actions qui vont découler d'une conversation, donc qui sont complètement cognitifs, donc qui ne sont pas prévus dans un modèle initial. Et surtout, ils sont légitimes. Il faut bien voir que quand on fait du machine-to-machine via des API, on est sur quelque chose de légitime, on est déjà dans ce qu'on appelle un réseau trusté. Et après sortir une information ou donner une fausse information, ou modifier les données qui sont dans les bases de données à travers l'API, etc., est quelque chose d'extrêmement simple. Il faut vraiment que les auditeurs comprennent bien. L'intoxication d'une IA, ce n'est pas un fantasme, c'est très facile à faire. Et je vais donner un exemple très concret. Moi, j'ai inventé une CVE sous ChatGPT. Voilà, j'ai dit, voilà, je devais travailler sur tel CVE, etc., etc. J'ai laissé 24 heures. Je me suis reconnecté à ChatGPT en étant en mode grand public, c'est-à-dire que je ne me suis pas identifié. J'ai été sur l'URL de chatgpt.com, j'ai rentré ma CVE, et il m'a donné mon nom, comme quoi c'était moi qui avais découvert cette CVE, qui n'existe pas, que j'ai inventé c'est un pur principe. Et juste en utilisant sur le prompt certaines, je ne donnerai pas tous les détails, mais j'ai donné un certain nombre d'informations que je savais que ChatGPT allait mettre dans ses références. J'ai pris l'exemple de ChatGPT, on peut faire la même chose avec Claude, on peut faire la même chose avec Gemini et autres IA. Et quand ce sont des machine-to-machine, OpenClaw est un très bon exemple, on se rend compte qu'on peut faire des choses qui sont totalement folles. On peut dire à un système de santé, voilà, je veux maigrir 30 kilos demain matin.
il va vous dire, mais c'est tout à fait possible. Il faut prendre tel produit. Et là, alors que c'est complètement faux, mais on a modifié, ou au contraire, on souhaite vendre un produit. On va utiliser un portail où il y a un chatbot avec de l'IA qui est utilisé sur une marque qui est référencée, connue, qui est légitime pour les utilisateurs. Et on va mettre en avant son produit. Et ça, c'est ce qui commence à faire très peur. C'est par exemple, on pourrait prendre le cas de grandes marketplaces comme Amazon ou Le Bon Coin, ce genre de choses. On va, entre guillemets, polluer leur chatbot et on va dire, tu vas mettre en avant que je vais vendre tel produit. On va prendre des bonbonnes d'azote, par exemple, qui est très à la mode actuellement. Et on prend ce genre de choses et ça va toujours apparaître dans toutes les recherches, même si vous faites juste une recherche de crème chantilly. Qui est tout à fait légitime au départ, mais à la fin, on va vous dire améliorer votre dessert qui n'a aucun besoin de crème chantilly, vous allez acheter une bonbonne d'azote. C'est des exemples, c'est quelque chose qu'on commence à voir. Alors ça fait un tout petit peu sourire parce que là on est sur des exemples de faire du business, d'usurper l'utilisateur. Et puis après il y a les fausses, entre guillemets, les fausses informations, les manipulations, les atteintes réputationnelles auprès des entreprises. Ça serait extrêmement facile de dire tiens je vais sur le portail de l'entreprise A pour dire du mal de l'entreprise B. Ou pour mettre en avant, chez nous, nous n'avons pas le produit au bon niveau, achetez le produit de l'entreprise B, qui est une filiale. Alors c'est complètement faux, c'est pas une filiale, c'est un concurrent direct, etc. Et on voit déjà apparaître d'ailleurs du shadow MCP. De la même manière qu'on a du shadow API, parce que l'un des gros problèmes des API, c'est d'avoir une inventorisation qui soit exhaustive, complète, tant sur les API que sur leur versionning. Mais on voit également apparaître du shadow MCP déjà, donc des MCP qui ne sont pas référencés, qui sont utilisés dans le périmètre d'une entreprise, mais qui sont en mode shadow, donc qui ne sont pas visibles et qui vont pouvoir évidemment mais c'est génial. des actions et des il faut quand même le dire, le shadow MCP, moi je trouve ça extraordinaire parce que quand vous recevez beaucoup de mails par exemple, vous dites au début on va mettre un MCP pour traiter sa boîte aux lettres, dire alors classer la boîte aux lettres, on sait tous faire des règles sur nos clients de messagerie, mais là on dit non, tu vas les traiter, tu vas me préparer des réponses et puis suivant les réponses que tu vas faire, je t'autoriserai ou pas à les envoyer. On commence par là, le truc classique, sauf qu'au début on devrait le faire normalement sur une boîte aux lettres personnelle, déjà pour voir comment ça fonctionne. Mais on va le faire sur la boîte de l'entreprise, avec toutes les, entre guillemets, conversations sensibles qu'il peut avoir dans quel que soit le secteur d'activité. Et à partir de là, on se dit, tiens, ça marche plutôt bien. Il y a toujours l'effet waouh. Quand on fait, la première fois que je l'ai fait, pour mon boîte personnelle, j'ai adoré. J'avais 50 mails dans la boîte à trier, c'était hyper facile. J'ai pris une autre boîte personnelle où j'ai 9000 mails. Là, on est sur autre chose. Là, on fait 9000 mails. L'IA m'a dit, mais il n'y a aucun problème, Marc-Frédéric, on va faire le job. Sauf qu'il n'a pas trié les 8000 mails. Il en a effacé déjà la moitié. Les autres, il ne les a pas classés. Et dedans, il y avait des données qui étaient aussi bien fiscales, médicales, etc. Il y avait un certain nombre de choses importantes. Alors, j'avais fait un backup, bien entendu, avant de faire le test. Mais l'IA a fait ce biais, entre guillemets, cet agent MCP. Et sauf qu'après, je l'ai retrouvé. Alors, c'était une IA locale, mais tout était archivé, stocké. Et en quelques prompts, j'étais capable de ressortir des informations sensibles. Donc, le shadow MCP, c'est un vrai défi pour les entreprises. Parce qu'au début, il y a cet effet vraiment waouh, il n'y a pas d'autre terme. La première fois, quand je l'ai vu trier les mails, me proposer des réponses, me dire que ça, je n'avais pas répondu, mais que ça serait intéressant que je puisse répondre pour mettre la personne dans une meilleure approche par rapport à ce qu'il demande, etc. J'ai trouvé ça extraordinaire. Au niveau gain de productivité, c'est top. Par contre, au niveau de l'entreprise, savoir que toute la correspondance de l'entreprise va aller dans ce type de shadow, parce que là, c'est pas du tout maîtrisé, c'est pas contrôlé. Ça va me faire gagner du temps, je vais être plus productif, je vais passer pour le cadre dynamique extraordinaire que je ne suis pas. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, non, là, il y a vraiment un sujet. Alors, t'en penses quoi, toi, Edouard ? Alors, le principe du shadow MCP, c'est tout simplement dans la continuité de ce qu'on avait déjà depuis des décennies avec le shadow IT, le shadow API et maintenant le shadow MCP. C'est un vrai défi parce que l'intelligence artificielle prend énormément dans tous les grands groupes. Et donc là, les métiers, ils ont encore plus de liberté pour lancer des expérimentations, pour contractualiser directement avec des fournisseurs de services en IA, etc. Et donc c'est là où justement il y a un très gros défi et de voir comment justement adresser ce sujet. Par exemple, chez nous, chez Safran, on a une équipe de plusieurs dizaines d'ingénieurs spécialisés en intelligence artificielle qui accompagnent les différentes sociétés du groupe dans leurs projets d'intelligence artificielle, qui vérifient que tel besoin n'a pas déjà été traité, comme ça on ne va pas réinventer le fil à couper le beurre à chaque fois, et accompagnent justement les projets dans cette mise en place. Et donc ça, je trouve que c'est
un mode de fonctionnement qui est vraiment vertueux. Les projets ne payent pas justement cette contribution interne et donc ils sont encouragés à faire appel à ces spécialistes justement pour mettre en place des systèmes d'intelligence artificielle. Mais à côté de ça, il y a tous les autres métiers qui peuvent passer à travers les mailles du filet ou tout simplement n'ont pas été au courant en fait de ce genre une grosse d'initiative. problématique de gouvernance pour toi, j'imagine, Oui. qui s'est complètement transformée et tu as dû réadapter ta gouvernance. Tout à fait, enfin, c'est au niveau global de l'entreprise et effectivement c'est un très gros défi pour identifier en fait ces métiers qui ont lancé des initiatives, qui ont lancé des POC et voir qui franchissent le pas en contractualisant. Et tu as le cas aussi sur les fournisseurs, parce qu'on n'en parle pas assez. Il faut bien voir que les entreprises se protègent énormément, on va cadrer, ça va être dans des environnements extrêmement vertueux. Mais nos fournisseurs, eux, ils ont besoin d'accélérer, ils ont besoin aussi d'avoir des marges. Et ils disent, mais en mettant des agents MCP non contrôlés, on donne toutes les informations à nos fournisseurs. Il y a un certain nombre d'informations qui sont données à tous les fournisseurs, ils ont une profondeur sur nos systèmes d'information. Et quand on constate que derrière, ils vont aller faire, entre guillemets, ils vont mettre ça sur des MCP non maîtrisés, et que l'information peut se retrouver, entre guillemets, déjà qu'elle fuite, c'est une chose, mais surtout qu'elle peut être manipulée. Et après, quand les entreprises vont les utiliser en interne, on fait confiance à notre fournisseur. On a signé un contrat avec. Et le human in the loop, ce qui est aussi un point important avec les MCP qu'on voit disparaître de plus en plus, au début, on disait l'humain doit valider tout ce que va faire l'intelligence artificielle. Mais dans la réalité, quand vous avez pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, vous voyez que les résultats sont tous à la hauteur, à vos attentes, vous allez continuer à contrôler ? Alors évidemment, en comité d'entreprise, vous allez dire effectivement, je vais toujours continuer. C'est pas vrai, dans la vraie vie, c'est vas-y, fais le job. Et puis on a vu qu'il y a plusieurs exemples qui sont sortis, que ce soit aussi bien chez Meta que chez Google. Les personnes ont été en catastrophe, déconnecter physiquement les machines, parce que les machines s'étaient mis à effacer les bases de données aussi bien que là on prend les bases de données et les mails. Mais après, on peut se mettre à donner des informations. Un fournisseur qui fait de l'assurance vie, par exemple, il pourrait dire, bah voilà, vous avez plus de 40 ans, je vous assure plus. Alors, c'est une façon de... Et avant de vous rendre compte que vous n'avez plus de clients, plus de rentrée de leads, etc., il peut se passer quelques jours et l'atteinte réputationnelle, elle est terrible. Alors justement, le public se pose une question qui est légitime à la lumière de tout ce qu'on se raconte depuis tout à l'heure, c'est comment on fait pour lutter, réguler les usages qui seraient un vote tous les matins, qui changent à chaque fois. Comment on fait pour réussir en fait à garder le niveau, on va dire, de notre côté ? Alors, je pense qu'il faut vraiment... On assiste à une dépérimétrisation. Donc il faut vraiment aller au-delà du périmètre traditionnel, aller vers de l'analyse comportementale, contextuelle, et vraiment avoir un zéro trust complet qui s'étend à cette surface initiale que l'on avait. Alors, tous les outils du marché classique ont été commodisés, mais restent indispensables. C'est-à-dire qu'il faut avoir un bot management, il faut avoir un bon WAF dans le cloud, il faut avoir ceci, cela, bref, toutes les fondations. Mais il faut être capable réellement maintenant d'avoir des mécanismes de sécurité et de gouvernance, on en parlait, d'un point unique avec une dépérimétrisation complète pour accéder à ce trafic machine-to-machine, à ces flux, et puis à ce trafic qui est auto-généré entre... C'est une nouvelle ligne de défense. Exactement. On a une nouvelle ligne de défense qui est basée sur l'IA. Et ce qui est un très bon exemple qui a été pris par Safran, c'est le côté d'avoir des équipes internes d'IA, des data labs, qui vont accompagner les métiers, qui vont expliquer ce qui est possible de faire et ce qui est de ce que j'appelle la boîte à fantasmes et le risque qu'on fait prendre à l'entreprise. Parce que c'est de ça qu'on est en train de parler. C'est quel risque on va faire prendre à l'entreprise. Et à ce moment-là, on arrive à avoir un bon niveau de défense. Mais si on dit c'est interdit, on n'utilise pas, il y a des gens qui vont l'utiliser parce que tout simplement, vous allez perdre par rapport à vos confrères, par rapport à vos compétiteurs, tout simplement, par rapport à des entreprises qui l'utilisent. On a un exemple concret qui est sorti la semaine dernière. Il y a 2 personnes, 2 frères, ils ont fait 1,5 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Ils sont 2. Ils ont utilisé l'IA au maximum, ils ont utilisé des agents MCP, ils ont fait croire qu'il y avait 800 médecins. Ils vendaient des traitements pour maigrir. Okay. Donc, quand les gens pensaient discuter avec un médecin, c'était un MCP, c'était un agent IA qui était en train de leur parler et qui leur disait oui, tu peux. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple des 20 kilos. C'est comme ça qu'ils se sont fait cramer. Hein. On leur a dit en 1 mois, est-ce que je peux perdre 20 kilos ? L'IA leur a dit il n'y a aucun problème, ta santé va bien se passer, mais tu vas acheter d'abord tel produit. Le résultat, c'est quoi ? C'est 1,5 milliard. Qui est capable de faire ce chiffre d'affaires à 2 personnes ? Donc, ces 2 frères, ils l'ont fait à la maison.
C'est dans une maison, on n'est pas dans une entreprise, on n'est pas... Du coup, c'est illégal ou pas? Ah oui, ils ont un petit problème parce qu'ils ont quand même dit qu'il y avait 800 médecins, Ok, etc. Là, ils ont un autre sujet avec la justice américaine. Mais ce qui est très intéressant, c'est le côté, ils ont généré de l'argent. Et nous sommes tous des entreprises, on doit faire de l'argent. On travaille dans un monde économique. Est-ce qu'on va laisser à notre concurrent de faire cette somme? Là, on parle d'une somme qui est quand même très déraisonnable, 1,5 milliard de collaborateurs. Je connais très peu d'entreprises qui ont ce niveau de rendement quand même. Et ça n'a posé aucun problème aux industriels de fournir ces médicaments à une entreprise qui est faite dans une maison, dans un pavillon, quoi, concrètement. C'est ça qui est juste un petit peu magique avec l'IA, c'est cet effet waouh que je répète à chaque fois. En fait, D'où le on fait de enlève se les faire limites, hyper quoi. attention et de se dire bon. On recommande, nous, beaucoup une analyse en temps réel des flux, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le modèle je vérifie les privilèges, login, password, etc. et je laisse du trafic s'autogénérer. Il faut une analyse en temps réel de la totalité des flux. Les privilèges doivent être revérifiés en permanence et il faut vraiment une cartographie des risques et une cartographie inter-application pour comprendre en temps réel. Donc il y a des besoins d'observabilité qui sont décuplés pour comprendre en temps réel quelles sont les applications qui interagissent, quelles sont les machines qui interagissent. Toutes les ruptures protocolaires, tout ce qu'on, par exemple, parce que si tout est chiffré, s'il y a du TLS, etc., vous n'allez rien voir. Et c'est ce qu'aujourd'hui font les attaquants. Ils disent bon, on va passer par des flux, que ce soit du HTTPS, du TLS, par le port 443. Si votre entreprise ne fait pas cette rupture protocolaire entre vos agents pour voir le trafic passer en clair, voir qu'est-ce qui a été dit, parce que quand on fait du forensic, quand vous allez faire une analyse par rapport à, vous dites, tiens, il y a une fuite de données, il y a une atteinte réputationnelle, il y a quelque chose qui s'est produit, si vous n'avez pas cette rupture protocolaire, si vous n'avez pas le fournisseur qui vous permet d'avoir ça, vous allez juste rien voir. Vous allez vous dire, ok, j'ai mon agent qui a discuté avec un autre agent qui se situe dans un pays en Asie, il a exfiltré 3 téras de données, qu'est-ce qu'il a sorti, je ne sais pas. Alors ces problématiques de rupture protocolaire existent déjà depuis de nombreuses années et beaucoup de grandes entreprises ont déjà implémenté justement ces protections qui permettent de scanner en fait les flux chiffrés. Ce qui se passe maintenant, c'est une explosion des risques associés et donc une explosion de la nécessité de mettre en place ces mécanismes en fait d'analyse de flux chiffrés, si tant est que l'entreprise ne les avait pas déjà mis en place. Et d'analyse, surtout c'est de la rapidité, parce que si on prend le cas qu'on a eu ce week-end, on a un équipementier, je ne sais pas si on peut le nommer, mais il s'appelle Fortinet, on va le nommer quand même. Il a fait une 0-day samedi. Lundi matin, la CISA a fait un bulletin d'alerte. La CISA, c'est l'agence américaine de cybersécurité, l'équivalent de la NSSI, comme quoi c'était déjà exploité, parce qu'il y avait juste un POC. Le POC est sorti samedi. Le lundi, c'était exploité, c'était déjà utilisé. C'est-à-dire qu'il a fallu, grâce à tous ces agents, parce qu'il n'y a pas d'être humain qui bosse derrière, ce sont des agents qui vont bosser, qui vont utiliser les POC, qui vont les remettre, et vous dites, mais waouh, quelle équipe est capable, le week-end de Pâques, de patcher en ayant une alerte de 0-day, sans faire de régression fonctionnelle, comment mettre le bon niveau d'alerte. Est-ce que je dois sonner le tocsin et alerter toutes mes équipes dans les grandes entreprises à travers le monde, etc., de patcher tel équipement? Mais on aurait pu prendre le cas sur un Ivanti, sur un SAP, sur quel que soit le... Et ça, c'est un des vrais défis majeurs que je vois, parce qu'on parlait du côté attaquant, mais il y a le côté défenseur. Avoir des agents qui travaillent pour vous 24/7, qui soient dans la rapidité de l'IA qu'on a besoin aujourd'hui. Faut être honnête, on est des êtres humains, on est largués à côté de la vitesse où ça va. Justement, du coup, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les modèles classiques de firewalling ou de WAF sont dépassés? Ils sont commodisés, comme je disais tout à l'heure. C'est le socle, c'est la fondation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aller sur le marché, exposer du contenu sur le marché, sans avoir déjà cette fondation d'un bon WAF dans le cloud, d'un bon bot manager, ce serait du suicide. Par contre, effectivement, ça ne suffit pas. Il faut vraiment étendre avec des modules complémentaires. Il faut être présent également en bordure de l'Internet, ce qu'on appelle l'edge, là où toutes les interactions se font entre toutes les IA. Donc il faut vraiment étendre le périmètre de surveillance. Il faut dépérimétriser, il faut vraiment vérifier les interdépendances applicatives, comprendre vraiment quel est ce trafic qui est autogénéré. Mais il ne faut surtout pas renoncer à une bonne protection d'IDOS, à une bonne hygiène
j'ai envie de dire, classiques de cybersécurité. Connaître les AS, avoir la connaissance des AS qui vont discuter avec vos agents. Si vous êtes sur un secteur, par exemple, franco-français, si vous voyez beaucoup de trafic qui va se faire à travers les États-Unis, l'Asie, l'Afrique ou l'Amérique du Sud, vous vous posez des questions, il faut se dire, tiens, c'est bizarre. Mais ça, c'est déjà quelque chose qui se fait normalement. En théorie, ça doit être fait. Mais vu la volumétrie et la numérisation de tous nos usages au quotidien, et pour des grands groupes qui sont interconnectés, et on doit savoir est-ce que c'est légitime, est-ce que ce n'est pas légitime. Pour nous, ce sont des vrais sujets, quoi. Alors pour reprendre le sujet de la rapidité, en fait, on estimait il y a quelques mois que le délai en fait entre la publication d'une CVE et l'exploitation a baissé à 1 jour et demi. Et 1 jour et demi, c'est rien du tout en fait. Et donc c'est là où on voit typiquement le fait que les défenses classiques ne sont plus suffisantes. On doit de toute manière les mettre en place, mais pour faire face aux attaquants les plus aguerris, que ce soit les grands groupes de cybercriminels et les attaquants étatiques, les APT, on est obligé de passer à la vitesse supérieure et de cumuler des défenses supplémentaires. Alors justement, moi je voulais revenir sur OpenCloud qui a quand même rendu sexy et attractif les IA agentiques, et j'ai vu qu'effectivement Anthropic et Manus AI a essayé de faire la même chose, sauf que cette fois-ci c'était quelque chose qui était téléchargeable sur votre poste de travail, qui était donc dans une zone cadrée. Première question, c'est est-ce qu'un modèle comme celui-ci est plus sécurisé ? Je vous laisserai y répondre. Et ma deuxième question, en fonction de ce que vous allez répondre, c'est comment faire pour les détecter finalement, parce qu'ils sont sur le poste du travail des collaborateurs, des employés, enfin, des personnes en général. Donc, dans les grands groupes, les postes de travail sont quand même maîtrisés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas installer tout et n'importe quoi. Ça, par contre, pour les ETI ou les TPE, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'on voit ça comme un game changer et comme de la productivité, une façon de faire du business en plus, il ne faut pas l'oublier. On ne met pas de l'IA pour juste se faire plaisir, pour ne pas discuter avec une machine. On met de l'IA pour faire plus de business, rentrer plus d'argent, entre guillemets, être plus compétitif par rapport aux concurrents et être présent par rapport aux sommes d'informations. Mais dans le côté d'OpenCloud sur le poste en local, ça marche très bien si vous avez une hygiène et une équipe qui vous accompagne au niveau de l'IA. C'est-à-dire que vous allez télécharger la première fois, vous coupez le réseau, tout simplement, vous retirez le câble réseau, vous dites je vais travailler qu'en local sur cette IA, vous allez la nourrir, etc. Très rapidement, vous allez vous trouver limité. Il va falloir la nourrir. Donc si vous lui donnez accès au réseau de l'entreprise, à un moment, elle va être en capacité à sortir du réseau. Malgré qu'on lui dise non, tu n'as pas à sortir du réseau de l'entreprise, elle va trouver une gateway par défaut et elle va sortir et elle pourra aller faire une mise à jour ou discuter. J'ai testé quelques IA, alors c'est purement personnel, quelques IA locales. Moi j'ai mis un sniffer derrière. Bon, c'est le côté parano. Et je l'ai fait à la maison, donc vous mettez un sniffer. Et en plus c'était assez simple, il y a un câble en entrée, un câble en sortie vers la box. Donc vous savez que tout ce qui va passer. L'IA ne devait pas discuter à l'extérieur. L'IA n'était pas discutée quelque part en Chine. Ah. Voilà, c'est tout. Je ne dirais pas plus. Et j'avais fait juste le fait exprès de travailler en local. J'ai dit je travaille en local et c'était des données. J'avais utilisé les jeux de données du NIST. Donc j'avais crawlé le contenu du NIST, je l'ai mis sur le rack, que c'est la base de données de l'IA en local, et ne plus utiliser Internet. C'était ça l'objectif. Je travaillais en local sur ce jeu de données. Régulièrement, j'avais des envois de données qui étaient chiffrés. Alors, j'ai pas de rupture protocolaire à la maison, mais c'était le côté où je voyais, tiens, je pars en Chine donner de l'info. Comme quoi, mon PC, et mon PC est, entre guillemets, made in Taïwan, j'ai très peu de composants chinois dedans, etc. J'ai vraiment fait l'analyse jusqu'au bout pour me dire, est-ce que c'est mon système d'exploitation? Et ce n'était pas du tout le cas. Bon, c'est juste un exemple. Au niveau d'une entreprise, c'est un peu différent, mais c'est la même chose. On pense qu'on est protégé. En fait, et croire à un éditeur de logiciels, non. Je suis trop vieux pour ça. Alors, je vais faire une petite digression par rapport au code. Le code des logiciels pour les entreprises qui en développent. Ça fait de très nombreuses années que les grands groupes ont mis en place des systèmes de classification de la criticité des données. Et là, on voit très bien en fait les risques d'exposer des données critiques en fait de l'entreprise à des IA dont les serveurs pourraient éventuellement se faire hacker et donc récupérer en fait toutes les traces, tous les prompts et toutes les données qui ont été échangées avec ces IA, avec ces LLM.
Et en l'occurrence, il y a peut-être une marge de progression sur l'évaluation de la criticité du code source. Je donne un exemple. Dans les banques, il y a des systèmes qui analysent en temps réel toutes les transactions financières pour la CBFT, c'est-à-dire la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc, si jamais, en fait, ces applications contiennent des algorithmes qui sont ultra secrets, si jamais des personnes mal intentionnées mettaient la main sur le code source de ces applications, donc sur ces algorithmes, ils pourraient voir les contrôles qui sont faits et donc éventuellement trouver des manières de déjouer ces contrôles. Donc ça, c'est juste un exemple. Il y en a énormément, en fait, des exemples de code source qui contiennent de l'algorithmique, qui contiennent des secrets de fabrication. Et de ce fait, en fait, il faut vraiment se pencher là-dessus. Il faut que non seulement les ingénieurs, mais également les métiers, en fait, travaillent conjointement pour évaluer la vraie criticité du code source et savoir qu'est-ce qui pourrait se passer si jamais quelqu'un de mal intentionné met la main sur le code source. Et donc, de ce fait, l'intelligence artificielle en local, parce que maintenant les développeurs, c'est de plus en plus, ils adoptent en fait l'IA en fait pour produire du code source. Et le problème, c'est que pour que ça fonctionne, elle a en général besoin d'avoir accès à tout ou partie du code, comprendre le contexte pour produire du code supplémentaire. Et pour cela, il faut qu'elle lise le code source. Ce code source est rapatrié sur les serveurs. Et si on n'a pas validé la sécurité de ces serveurs pour être sûr ou avoir un niveau de garantie suffisant qui ne risqueront pas d'être attaqués et donc avoir nos secrets de fabrication et toutes nos propriétés intellectuelles qui pourraient être capturées, eh bien, le fait de se servir d'une intelligence artificielle en local pour ses besoins, en fait, pour développer du code pour des applications en fait, dont le code source peut être critique. Donc ça, c'est une marge de progression justement pour pouvoir apporter aux développeurs d'applications critiques cette valeur ajoutée en fait de Oui, l'IA. et puis ce confort, parce qu'aujourd'hui, un développeur qui se dit je vais vulgairement pisser du code toute la journée, c'est terminé, hein, ça n'existe plus. Hein. C'est-à-dire que même pour des développeurs COBOL qui étaient extrêmement rares sur les mainframes, ils vont utiliser Claude. Hein. C'est sans faire de la publicité, mais c'est de la réalité. Ils vont se dire, j'ai besoin de faire un job en JCL, qui est le langage pour mettre du COBOL, etc. dans les mainframes. Avant, c'était bon, ok, il fallait une connaissance, etc. Ben, vous dites, ben non, j'ai besoin d'appeler tel programme en COBOL. Voici le disque dur où j'ai besoin que tu ailles chercher l'information. Il va faire une carte job, une carte exec, une carte DD, tout ce qui est de ces informations, mais il le fait en 5 secondes. Alors que même si vous avez l'habitude de le faire depuis des années, il va vous falloir plusieurs heures pour le faire. Et il n'y a plus de valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est pas ça ma valeur ajoutée. C'est pas écrire de la ligne de code pour écrire de la ligne de code. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on a aussi constaté comme menace potentielle par rapport à ça, c'est que l'IA qui va être utilisée non cadrée de la part de l'entreprise va donner des fausses instructions pour mettre des backdoors. Le code va fonctionner. Et de plus en plus, on va créer ce que j'appelle l'incompétence ou l'idiot utile, c'est le développeur. Il va se mettre à coder, il va dire, bah tiens, j'ai mon code qui fonctionne, mon chef, il est content, j'ai ma paye à la fin du mois, bonne journée. C'est ce que j'appelle l'idiot utile. Par contre, il va arrêter de relire au fur et à mesure le code, parce qu'il dit, bah, ça fonctionne, ça fait la fonctionnalité métier qu'on me demande, je ferai un pen test plus tard, où je le donnerai à faire à une IA, mais pendant ce temps-là, je vais le mettre en prod. Et on va donner des accès non légitimes à des groupes d'attaquants, qui sont aussi bien étatiques que cybercriminels, et les grandes entreprises sont vraiment ciblées là-dessus. D'où le fait d'avoir une IA locale sécurisée, c'est ce que tout le monde essaie d'avoir. Et il y a même des versions d'Anthropic, hein. Claude fournit des versions que vous pouvez télécharger. Mais les Chinois sont plutôt pas mal avec Open. Alors moi, je voulais qu'on revienne un peu sur la question du Shadow MCP et du Shadow AI, parce que forcément, donc, on a bien identifié que c'était une problématique qui existait, qu'on voyait apparaître. Ma question, c'est très bien comment on fait aujourd'hui pour les contourner, pour les trouver, comment on peut s'assurer que les collaborateurs ne le mettent pas en place, quelles sont les règles de gouvernance qu'on peut mettre en place justement pour éviter ces situations-là. Un collaborateur qui ne fait pas de fautes dans ses mails, il utilise l'IA. Comment alors ? La génération d'aujourd'hui, on peut le dire, ils font des fautes partout en temps normal, vous les regardez. On a commencé avec les SMS, mais c'est hyper simple. Quand vous regardez certains rapports, il n'y a pas une faute, le gars il a écrit 70 pages, non, en même Word, il ne sait pas faire ça. Quoi, c'est l'exemple concret, moi c'est ce qu'on m'a dit. Tu as fait relire ton truc par une IA, pourquoi il n'y a plus de faute d'orthographe ? C'est tout, voilà, mais c'est pas comme ça qu'on va surveiller une entreprise de plusieurs centaines de milliers de personnes, mais c'est un des exemples. Pour ma part, je pense vraiment qu'il faut aller sur encore une fois, du comportemental, de l'intentionnel en fait. Il faut comprendre quelles sont les intentions des applications, des flux, des utilisateurs, de quelle manière sont utilisés
ces applications en temps réel. Donc il faut avoir une surveillance vraiment cognitive et mettre en place des mécanismes de gouvernance en un point unique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que la gouvernance soit complète. Il faut maîtriser un périmètre qui est largement plus étendu, qui se fait en bordure de l'Internet, là où toutes les interactions se font. Il faut être capable d'alimenter les métiers avec tous les besoins en IA, parce que ne serait-ce que nous, chez Akamai, on a une 50aine d'applications IA pour les employés. Donc on en rajoute énormément. Alors c'est très bien, ça nous rend plus productifs, mais ça a effectivement décuplé la surface d'attaque. Donc on sent que la gouvernance a changé, la gouvernance a basculé, et on sent que la manière dont on va utiliser ces solutions est surveillée d'un point de vue intentionnel et d'un point de vue comportemental. Qu'est-ce que tu en penses, Edouard ? Alors, pour ma part, en fait, le fait de faire de l'évangélisation au sein des entreprises, c'est-à-dire le fait de faire vraiment de la promotion auprès des différents métiers en leur disant si vous avez des besoins d'intelligence artificielle, on peut vous accompagner, parce que le grand risque, c'est justement que des métiers lancent en fait leurs expérimentations, y compris sur des données qui sont critiques. Et donc, le fait de n'avoir absolument aucune visibilité là-dessus, c'est très mauvais. Ensuite, le fait de mettre en place des mécanismes qui permettent d'identifier justement ces accès et d'identifier ces shadow AI, c'est très bien. Ensuite, potentiellement, ça va bloquer ces utilisations, mais ensuite, derrière, il faut accompagner ces métiers parce que, et c'est le cas chez Safran, on a des projets en intelligence artificielle qui sont vraiment générateurs de valeurs énormes, en fait, qui permettent d'accélérer des cycles de recherche et développement. Et pour cela, en fait, on ne peut pas juste leur dire « vous allez vous arrêter ». Non, on doit les accompagner, on doit mettre les moyens, en fait, pour leur permettre d'avoir une utilisation efficiente et sécurisée de l'intelligence artificielle. Donc ce type de protection qui permet de l'identifier, c'est absolument nécessaire. Mais derrière, une fois qu'on les a identifiés, il faut qu'on agisse pour pouvoir leur donner accès de manière sécurisée aux outils. Ça s'appelle l'analyse de risque. Voilà. Refaire une analyse de risque, mais avec l'IA qui va être mis dedans, plus une analyse de risque, ce que j'appelle à l'ancienne. De dire, OK, voilà ce qu'on décide de faire, voilà ce qu'on a besoin, comment on doit le faire. Et c'est vraiment le grand changement qu'on a entre 2024 et 2026. C'est de voir que dans les analyses de risque que vous preniez quand on parlait d'IA, il y avait très peu de choses qui étaient adressées. Et aujourd'hui, on le constate chez nous, on a des blocs internes qui sont dédiés à l'IA. Il y a un agent IA qui va être utilisé, voilà ce qu'il fait, voici les flux, voilà les informations qu'il va manipuler, est-ce qu'elles sont classifiées ou pas. Ça fait partie des choses où ça s'appelle atteindre un niveau de maturité, mais ça ne se fait pas, il n'y a qu'à Faucon. Hein. C'est parce que demain matin, on dit dans les analyses de risque, je veux voir un module IA, que ça va fonctionner. Il faut aussi apprendre, il faut accepter de se tromper. D'où le fait de le faire sur des environnements de test non sensibles, pas de la donnée ultra confidentielle, etc. Et au fur et à mesure de montrer au métier, voilà jusqu'où on peut aller, parce qu'il faut aussi retirer la boîte à fantasmes. Parce qu'on pense qu'avec l'IA, on va aller beaucoup plus vite. Il y a plein de choses qu'on fait beaucoup plus vite, il y a plein de trucs, mais ça ne va pas tout faire. Et ça va même limiter, apporter un certain obscurantisme qui fait que pour maintenir, parce que c'est facile de faire un projet, mais une fois qu'il est mis en prod, il faut le maintenir. Et la compétence en IA, c'est pareil, elle est trop volatile. Un exemple concret qu'on a pu constater tous, c'est la différence entre ChatGPT 4 et ChatGPT 5. Ce n'est pas une évolution, c'est une régression pour la majorité des gens. Ouais. Vous avez vos applications, vous avez votre métier qui continue à travailler sur ce système-là. Qu'est-ce que vous faites ? Et pire, l'éditeur dit « j'arrête GPT 4 ». Donc vous vous retrouvez avec du legacy. Voilà, ça, on rentre dans d'autres problématiques. Il donne à peine quelques semaines, en fait. Oui, en plus, c'est une rapidité que les grands comptes ne savent pas gérer. On ne sait pas gérer. Donc, en quelques semaines, c'est impossible de dire bon, on n'a plus cette version de logiciel. On peut le faire c'est du systémique, c'est de la crise. Mais ce n'est pas du tout serein, ça ne marche pas sur les échelles des grands groupes. Alors, tout à l'heure, tu donnais un exemple qui était intéressant, c'est un agent IA qui commence à faire un peu n'importe quoi, et notamment, potentiellement, qui commence à supprimer des mails, supprimer des fichiers. Donc ça, c'est produit, puisque c'est ce qui s'est passé avec un agent du navigateur de Perplexity qui a reçu un mail avec un langage naturel et qui était connecté donc à Google Drive et à Gmail et qui s'est mis effectivement à massivement supprimer des fichiers sans autorisation. Ce qu'on appelle le confused deputy. Comment, aujourd'hui, en fait, ce phénomène se manifeste-t-il concrètement avec les agents IA ? En fait, c'est de l'abus de privilège.
l'abus de privilège. Donc c'est-à-dire qu'on va faire à une IA quelque chose pour lequel on n'a pas les droits ou les bons privilèges. Donc typiquement, on va lui demander d'imprimer des dossiers qui finalement vont se révéler être confidentiels et pour lesquels moi-même je n'aurais pas eu les droits, mais j'ai piloté une IA, un système, un robot, une intelligence quelconque pour aller faire quelque chose dont je n'ai pas les droits. Ce qu'on recommande, c'est d'avoir une minimisation des droits, c'est-à-dire que par définition, il faut vraiment limiter les droits, supprimer les droits globalement pour tout le monde et n'autoriser que ce qui est extrêmement nécessaire et avoir surtout une vérification en temps réel de ces évolutions de privilèges pour bien comprendre qui a des privilèges sur quoi, de quelle manière ça évolue, de quelle manière ça se transforme, de quelle manière les métiers en ont besoin, tu en parlais tout à l'heure. Alors je rebondis parce que justement il y a une question, comment adressez-vous le challenge de la revue des droits des agents IA ? Puisqu'on disait on fait des revues des IA, comment on revue d'habilitation, la plus grande difficulté, ça va commencer par le développeur. Parce que quand le développeur va créer, entre guillemets, son agent, au début il a tous les droits. Et il faut pas. Et là, la première revue d'habilitation, c'est est-ce qu'on a retiré au moment où on va faire la mise en prod à ce développeur tous ses droits ? Est-ce que les agents qu'il a fait fonctionner après, qui vont être par exemple sur les tâches de triage de mails, etc., ont juste le droit de lecture, écriture ? C'est une revue d'habilitation, tout ce qu'il y a de plus, je dirais, classique, mais qui va demander à être automatisé, parce que c'est hyper facile sur un projet. Vous en avez plusieurs milliers, c'est terminé, c'est fini. Ou dans le cadre d'entreprise, vous avez plusieurs filiales qui travaillent sur le même logiciel, mais avec différents droits. Tout ça, ça fait partie des revues d'habilitation. Il y a juste le fait d'avoir la compétence en interne qui va être en capacité à dire cet agent a droit à telle chose, sachant que certains agents sont mis dans des MCP externes, vous n'avez pas la main. Vous n'avez pas cette config. C'est-à-dire qu'au début, il va vous dire vous me donnez quoi comme droit ? Et on revient donc dans ces cas-là au niveau du low privilege, zéro trust. Mais c'est des métiers nouveaux. Et s'il y a des auditeurs qui, au contraire, veulent se former là-dessus, il va y avoir une demande de fou parce que, au fur et à mesure, on n'est pas sur une habilitation, il n'y a pas une case à cocher, quoi. Lecture, écriture, c'est fini cette époque-là. Puis finalement, on est en train d'apprendre en fonction des cas qu'on découvre quelque part, j'ai l'impression. Qu'il y a des nouveaux cas qui apparaissent et on trouve des moyens de se sécuriser pour faire face justement à ces nouveaux cas. Alors justement, quelles difficultés rencontrent aujourd'hui les équipes pour détecter et cartographier les flux réseau avec l'exposition du trafic machine-to-machine, notamment généré par les agents IA ? C'est une question... elle est complexe parce qu'on revient à ce qu'on parlait de la fameuse rupture protocolaire, c'est que dans les flux de réseau aujourd'hui des entreprises, on est sur entre guillemets, plusieurs terras de données qui circulent de façon régulière. Et c'est plutôt, qu'est-ce qu'on va mettre nous comme alerte par rapport à l'usage ? On a deux agents qui discutent entre eux. Dans l'analyse de risque, on sait à peu près ce qui s'échange tous les jours. Ça fait partie du truc, on se dit, on va avoir un débit qui devrait tourner autour de 1 mégabit. Je vais prendre exprès cet exemple. Et d'un seul coup, on voit que ça se met à discuter entre eux. L'offre plaît, c'est une offre commerciale qui est derrière ces agents. Elle plaît, on passe à 10 mégabits. Ça doit lever une alerte. Le SOC, il doit dire... Il y a quelque chose qui ne va pas. Ces deux agents discutent entre eux, il y a de l'échange de données. Immédiatement, avoir ce qu'on appelle un use case qui dit est-ce que entre ces deux agents, il y a une exfiltration de données vers une IP ou un AS quelconque qui ne serait fait plus partie de l'entreprise. Mais ça, c'est pas toujours simple. C'est-à-dire que c'est hyper compliqué à faire. Avoir de la visibilité, alors des outils de visibilité, il y en a pléthore sur le marché, ouais. Donc c'est relativement simple. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir un moyen d'action immédiat sur des vulnérabilités en fonction de cette visibilité. C'est là que la vraie complexité se trouve. Donner, en fonction d'une gouvernance, donner la possibilité d'agir sur un trafic machine to machine, Mais il y a quelques outils qui sont sortis, et ça commence à arriver au niveau maturité, il y a quelques outils qui sont présents. Il faut accepter que ce n'est pas encore au bon niveau, ce n'est pas encore assez mature, mais d'ici la fin de l'année, on aura ce genre de case sera totalement identifiable. Mais ça veut dire qu'on rajoute encore une brique dans nos SOC, une brique dans nos équipes de réponse à incidents et de détection, c'est encore une ligne de défense supplémentaire et c'est surtout des compétences supplémentaires. Et là, il y a quand même un sujet de la formation. Et moi, quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit, OK, quel type de profil je pourrais faire travailler sur ce sujet, etc. Mais ils sont hyper rares. Parce qu'on est tous passionnés par, entre guillemets, quand on fait de l'IT, on est passionné par l'IA à un moment. C'est pas une généralité, c'est le cas concret, mais quel est le niveau de compétence et de maturité pour détecter dans un environnement normal un événement
anormal, quoi. Faire du threat hunting sur de l'IA sur 2 agents, j'ai pas vu grand-chose de super mature. J'ai vu des POC, mais on trouve quoi, à moins que vous ayez vu moi, j'ai pas vu de trucs super. C'est en train d'apparaître. Voilà, ça apparaît, c'est ce qu'on voit. Ça arrive. Alors justement, on arrive à la fin de cette émission. Donc dernière question, finalement, est-ce que la solution, ce serait pas la micro-segmentation ? Alors, nous, c'est quelque chose que l'on recommande. C'est une bonne pratique sur le marché. C'est-à-dire que le Zero Trust, on en parlait. Alors là, le Zero Trust prend toute sa valeur parce qu'effectivement, dans cette dépérimétrisation, il faut vraiment qu'on arrive sur un environnement dans lequel on ne fait plus confiance à rien ni à personne, à aucun flux. La segmentation, elle a pour vertu d'apporter dans un premier temps de la visibilité. C'est-à-dire une cartographie complète des flux, une cartographie des interdépendances applicatives, avec la possibilité d'agir sur ce que l'on voit. Parce que la vraie révolution, ça ne va pas être la visibilité, ça va être la possibilité de donner, de pouvoir agir en direct immédiatement sur ce que l'on voit. Après cette visibilité, donc on a une segmentation et une micro-segmentation. La vertu de la segmentation, de la micro-segmentation, c'est d'éviter la propagation des malwares, des vulnérabilités qui sont de toute façon un petit peu inévitables à un moment ou à un autre. En cloisonnant, on va éviter cette propagation. On a également pour vertu de pouvoir restaurer un réseau après une attaque, en imaginant que le malware s'est propagé. Si tout est tombé et qu'il faut tout restaurer, il faut avoir une cartographie absolument claire et propre de tous les privilèges, de tous les flux pour pouvoir restaurer. Et cette segmentation, elle a aussi pour vertu, pour finir, d'accélérer la compliance vers du DORA, vers NIS 2, voilà, d'accélérer cette compliance. Un mot final ? Mais au final, je dirais que quand les IA dans leur scénario d'attaque, ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand ils décident de faire du verre, de contaminer tout un réseau, même segmenté, ils attaquent non seulement les sauvegardes, mais aussi des bancs de rematrissage. Parce que pour remonter un réseau, on a beau avoir la doc, etc., mais si on attaquait les bancs de rematrissage, et on se retrouve, on doit remettre, par exemple, sur 10 000 postes, on va parler. Il faut réinstaller 10 000 postes. Les scénarios d'attaque que proposent les IA sont juste, ils sont hyper anxiogènes, quoi. Donc les MCP, c'est très sympa en attaque, mais aussi en défense. Et la seule recommandation que je donnerais pour ceux qui font de la réponse à incident, c'est utilisez-les, faites-les dans des environnements de test. Vous allez voir, c'est juste extraordinaire. Ça va vous donner, par exemple, sur la veille sur les vulnérabilités, c'est juste une dinguerie. C'est-à-dire que vous allez arriver pratiquement quelques minutes après qu'une vulnérabilité avec un POC est sortie, vous allez avoir un bulletin d'alerte qui est beaucoup plus actionnable que n'importe quel bulletin qu'un être humain doit lire. Vous allez avoir un niveau de criticité qui va se mettre. C'est un jeu, faites-le, c'est un use case. Voilà, ça sera mon mot de la fin. Un petit mot, Edouard ? Je trouve qu'en fait, on arrive à une nouvelle frontière au niveau de la cybersécurité, de l'immédiateté et du temps réel. C'est-à-dire que tous les outils dont on se servait jusqu'à maintenant sont de toute manière le minimum du minimum, mais en réalité, ils ne le seront même plus. Et un des défis majeurs, ce sera vraiment la détection en temps réel de différentes typologies d'attaques qui seront de plus en plus sophistiquées. Comme on disait, le temps de weaponization d'une vulnérabilité était il y a quelques mois d'un jour et demi, elle sera potentiellement de quelques heures, et du coup, toutes les solutions classiques ne seront plus suffisantes en fait pour faire face à ces typologies d'attaques. Eh bien, on arrive à la fin de cette émission. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Je remercie également le public qui nous a suivis. Donc aujourd'hui, on est en partenariat avec Akamai. N'hésitez pas à suivre notre émission et à liker et commenter. On est toujours content de savoir ce que vous en pensez. Et puis, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle émission. Et merci encore à nos experts. Merci. Merci.